Peut-être pour l'anecdote, commencer moi aussi par une petite anecdote. Donc peut-être vous rappeler 2 secondes quand même ce qu'est le Conseil national numérique. Le Conseil national numérique, c'est une institution composée de 30 membres qui est là pour, en gros, donner des conseils aux décideurs publics et pour essayer de faire en sorte que, d'abord, ils évitent de prendre de mauvaises décisions, parce qu'on a quand même l'habitude de ce que les gouvernements, gauche comme droite, aient du mal en général à prendre les bonnes décisions en matière de numérique, puis même, quelquefois, qu'ils puissent en prendre d'excellentes. Ça a été créé par Nicolas Sarkozy, refondé en 2012 par François Hollande. Dans les 30, la composition a été élargie justement pour essayer un tout petit peu de refléter davantage la diversité de ce monde numérique, qui est au fond un peu l'impensé du monde politique. C'est normal, le monde numérique, c'est un monde émergent, c'est un monde diversifié, c'est un monde au fond qui est en cours de constitution. Et quand on est innovateur, créateur d'entreprise, chercheur sur ces sujets-là, on a autre chose à faire que d'arpenter les cabinets ministériels pour défendre ces sujets et faire en sorte que les décisions publiques, justement, soient irriguées de ce qu'ils font, de leurs réflexions, etc. Le Conseil national numérique, il essaie de résoudre ce problème-là. Donc on est 30, il y a à la fois des petites startups, des gens de grosses entreprises de telco, des personnes qui ont travaillé dans les think tanks, des gens de fonds d'investissement, des profs, des chercheurs, des journalistes, voilà, qui essaient de refléter et qui ont tous en commun le fait de travailler dans le numérique et d'être passionnés aussi par ça, par cette gigantesque transformation qu'on est en train de vivre. Quand on a été installé, moi j'avais fixé 2 objectifs. Au-delà des saisines qu'on nous avait passées, travailler sur la neutralité du net, sur la fiscalité du numérique, etc. C'est fait 2 objectifs, c'était de travailler sur, à mon goût, les 2 secteurs qui sont probablement à la fois avec le plus de potentiel de transformation impactés par la vague numérique et qui sont peut-être ceux qui ont eu le plus de mal à s'y mettre, pour des raisons qu'on peut imaginer, et qui sont à mon avis l'éducation et la santé. Et alors sur l'éducation, on est allé voir l'institution. Petite anecdote pour vous, puisqu'on avait fixé, moi j'avais fixé comme priorité de travailler sur l'éducation. Et puis pendant 1 an, on a échangé avec le ministère pour savoir au fond comment est-ce qu'on allait travailler avec eux. Puis ça a été compliqué. Donc à un moment, on a dit bon, on arrête de discuter sur comment on le ferait. On s'autosaisit, on décide nous-mêmes en fait de travailler sur le sujet. Et donc voilà, c'est un groupe de travail qui a été piloté par Sophie Penn. Qui a travaillé pendant à peu près 1 année, un peu moins, une dizaine de mois, et qui a fait un peu le tour, au fond, des communautés éducatives dans ce qu'elles ont de plus innovant, et qui a commencé d'ailleurs par aller voir des profs. Bah oui, parce que quand même, et c'est d'ailleurs une des choses peut-être des excellentes surprises en fait de ce travail en fait en amont de la réflexion et de la construction de ce rapport, bah, c'est qu'en en fait à la rencontre des profs, on a pu se confirmer l'intuition qu'on avait, c'est-à-dire qu'on a toujours surtout en France, surtout en ce moment, on a quand même tendance à avoir un discours très dépressif, le retard français, rien ne fonctionne dans ce pays, etc. C'est pas pour dire que je vais pas vous dresser un tableau dithyrambique de l'école et du numérique, évidemment pas. Mais cela dit, voilà, les discours sur le mammouth, sur le fait que l'école bouge pas, etc. Heureusement, en réalité, la transformation numérique de l'école, elle a déjà largement commencé. Largement. Enfin, je veux dire, c'est quand même la bonne surprise. Alors le problème, elle n'a pas forcément commencé rue de Grenelle, ou en tout cas, pas autant qu'on pourrait le souhaiter dans les institutions. Ça, on pourra en reparler. Si un inspecteur est déjà convaincu que l'innovation que vous avez présentée tout de suite sur les maths fonctionne, c'est déjà, je dirais, la moitié du chemin est fait, parce que je pense que précisément, c'est dans ces institutions-là que ça coince le plus. En revanche, et je veux dire, c'est l'évidence, si la transformation numérique de l'école, elle a commencé, c'est notre bonne surprise dans l'audit qu'on a fait, au fond, bah, tout simplement parce que les élèves, en fait, bah, c'est des petits jeunes citoyens français connectés, qui, dans leurs usages, dans leurs pratiques, sont très largement aujourd'hui numériques. Et les profs, ils n'ont pas attendu l'école, l'institution, les ministères pour être, comme vous et moi, au fond, déjà très largement irrigués de toutes ces pratiques-là. Donc je veux dire, il faut quand même avoir ça en tête, la transformation ne serait-ce que par ces 2 acteurs principaux, et notamment évidemment chez les profs plutôt les plus jeunes et la nouvelle génération, mais pas que, en fait, on a vu de très très belles surprises. La transformation, en fait, elle a déjà commencé. Donc voilà un point préalable qui me semblait important. Vous avez un petit truc pour faire défiler ou il faut que je me rapproche ? Non, je vais le faire. Pas de problème. Alors, la première chose que nous, on a j'ai essayé de passer rapidement, peut-être pour qu'on ait un peu d'échange, parce que je pense que vous le connaissez un peu, ce rapport. Et puis, la présentation qu'on en fait, elle est souvent pour des publics qui maîtrisent peut-être moins tous ces enjeux que vous-même. La première chose, en fait, c'est qu'on s'est dit, dans nos réflexions, que l'école devrait être un peu comme ce qu'on appelait au début du XXe siècle, la fin du XIXe, un jardin d'acclimatation d'une société, au fond, numérique. Ça veut dire quoi ? C'est que on sent bien qu'on est dans une vague de transformation qui est sans précédent. On a coutume de dire, au fond, d'ailleurs, si on le rapporte un peu à la fondation de l'école républicaine par Jules Ferry, c'est pour ça qu'on a appelé notre rapport Jules Ferry 3.0, on est en 1880.
C'est-à-dire qu'on est vraiment au moment où on refonde, et il faut peut-être se revenir un tout petit peu en arrière sur c'était quoi les objectifs de la fondation de l'école républicaine au début de la Troisième République. Je pense qu'il y en avait deux essentiels. Les premiers, c'était tout simplement que on installait la démocratie en France, à peu près définitivement, et que pour ça, il y a un travail de, tout simplement, d'éducation à la citoyenneté qui était nécessaire. Donc, apprendre à lire et écrire, apprendre, au fond, à discuter en société, l'instruction civique, etc. Toutes ces choses-là, c'est partie des objectifs fondamentaux de l'école de Jules Ferry. Et puis, il y avait un deuxième objectif, qui était un objectif, je dirais, aussi de formation des cadres, des ouvriers, de cette transformation économique qu'on était également en train de vivre. On était au milieu de la révolution industrielle. Aujourd'hui, je pense que la transformation numérique, que je pense beaucoup plus importante encore que ce qu'on était en train de vivre à l'époque, même si c'était déjà majeur, mais ça nous éloignerait du sujet, d'une certaine manière, l'école doit être refondée pour un peu les deux mêmes raisons. On est dans une société qui est numérique, qui est une vague d'innovation absolument sans précédent, qui donne du pouvoir aux gens, qui transforme complètement le rapport de la citoyenneté, mais totalement. Vous et moi, aujourd'hui, et par rapport à nos parents, on a 1000 fois plus de pouvoir. On peut s'exprimer et parler à 2 milliards de personnes. Et que si vous regardez les fils des médias sociaux quelquefois sur un certain nombre de sujets polémiques, vous vous rendrez compte que ce pouvoir qu'on donne aux gens, ils ne savent pas forcément toujours très bien s'en servir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin que de se reposer les questions de citoyenneté, d'apprendre à vivre ensemble avec l'ensemble de ces nouveaux pouvoirs dont on est doté aujourd'hui dans cette société numérique. Donc un enjeu absolument clé du vivre ensemble, des questions sociales et profondément politiques. C'est la première idée. Un citoyen numérique dans une société profondément bouleversée, ces choses-là doivent s'enseigner. Et la deuxième idée, c'est que, évidemment, qu'on vit une transformation économique et sociale sans précédent. En tout cas, si on regarde dans le rétroviseur, au moins aussi importante, à mon avis, même bien plus que la révolution industrielle qui avait été vécue au XIXe siècle. Et de la même manière qu'à l'époque, on a appris les rudiments, tout simplement de la mécanique, de l'électricité, etc. aux enfants, de la même manière aujourd'hui, on doit pouvoir comprendre ce que c'est qu'un ordinateur, ce que c'est que du code, ce que c'est que la science des machines, ce que veut dire un algorithme. Toutes ces questions-là sont absolument fondamentales. On doit enseigner ces fondamentaux à l'école aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que nous, on a effectivement conçu, on a essayé de reprendre un peu cette parabole, que l'école devait être une espèce de jardin d'acclimatation à ces transformations-là. L'endroit où les enfants, les élèves vont justement apprendre à vivre dans cette nouvelle société. Ça nous semble quelque chose d'autant plus important, encore une fois, que ces bouleversements, ils ne sont pas sans conséquences, et que si on pense qu'on est tous convaincus que la révolution numérique est en train de transformer potentiellement le monde avec des effets positifs gigantesques, ça demande quand même à être acclimaté et à apprivoiser ces nouveaux pouvoirs. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Et ça, c'est une autre chose qu'on avait, nous, beaucoup analysé dans un autre rapport qu'on a fait, dont vous avez peut-être entendu parler, sur l'inclusion numérique. Je pense qu'on a essayé de contribuer à tuer le mythe des digital natives. Les digital natives sont des gens hyper familiers des usages du numérique, mais ce sont potentiellement, si on n'y prend pas garde, que des consommateurs passifs du monde numérique. Ce ne seront pas des gens éclairés spontanément. Et alors là, toutes les études, moi il y a 10 ans, j'aurais pu penser d'ailleurs plutôt l'inverse. Mais aujourd'hui, il faut quand même se mettre devant cette réalité. Quand vous avez collé à des gamins des mobiles, des iPads et des ordinateurs très tôt, ils savent très bien se servir de tout ça. Ce n'est pas pour autant qu'ils le pensent de manière autonome. Donc ces choses-là, elles doivent absolument s'enseigner. Ça, c'est pour nous un point extrêmement clé. Alors, si on regarde un tout petit peu plus, on est à un moment particulier, je ne reviens pas sur l'idée de 1880, très honnêtement, quand on regarde même maintenant sur ce qu'est l'école aujourd'hui, voilà, il faut pas non plus, je vous disais, la transformation, elle est lancée. En même temps, il y a des problèmes auxquels l'école est confrontée. Je ne reviens pas dessus trop longtemps parce que vous les connaissez. Mais très honnêtement, il y a un risque. Sur l'école traditionnelle, beaucoup de démotivation, beaucoup de décrochage, probablement des défis gigantesques posés à l'école tels qu'elle ne les avait pas connus depuis très très longtemps. Mais je vous dirais, il y a aussi un autre enjeu, qui est qu'il y a une tendance aussi à ce que la révolution de l'enseignement et de l'apprentissage par le numérique se fasse, et d'ailleurs c'est beaucoup ce qui se passe aussi, à l'extérieur de l'école. Et qu'à vouloir sanctuariser, ou à vouloir en tout cas, pour de bonnes raisons d'ailleurs, réfléchir, prendre le temps, parce que ça a des conséquences absolument gigantesques, prendre le temps, donc réfléchir en plutôt sanctuarisant ce qu'est l'école, il faut aussi qu'on prenne garde au fait que la transformation elle a lieu autour, et qu'il peut y avoir une espèce de décrochage de l'école, et que l'enseignement et l'apprentissage finissent par se faire beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école. Et donc il y a un enjeu, et cet enjeu évidemment, il a des enjeux aussi politiques et économiques.
Parce que les applications, les plateformes, les données qui sont produites, les architectures techniques qui seront prévues derrière l'ensemble de ces applications et de ces magasins d'applications, plutôt produits par le secteur privé, ils posent des questions éthiques, de souveraineté, d'autonomie des individus apprenants sur ces plateformes, qui sont elles aussi considérables. Donc l'enjeu, il n'est pas simplement économique derrière, il est évidemment éminemment politique, il est aussi de se poser tout simplement la question, dans une démocratie, la manière dont on éduque et ce qu'on enseigne aux enfants est quelque chose qu'on va décider démocratiquement. Si on n'y prend pas garde, là encore, c'est quelque chose qui peut s'éloigner. Et au fond, ce sont d'autres acteurs qui peuvent décider demain de ce que nos enfants pourraient apprendre. Donc il y a un enjeu de souveraineté démocratique qui est aussi posé, qui est extrêmement important. D'où le fait qu'on a besoin évidemment d'y aller. Alors, mais il y a aussi un point sur lequel on a beaucoup insisté, c'est des échanges qu'on a eus au plus haut niveau de l'État ces derniers mois. Je vous raconterai un tout petit peu. Il faut aussi qu'on tire le bilan de 20 ans de plan numérique et éducation. Parce que, voilà, moi je suis tombé dans le numérique quand j'étais petit, ça fait quand même longtemps que je m'intéresse au sujet de l'éducation numérique, je ne sais pas combien il y a eu de ministres depuis le milieu des années 90 qui se sont chargés de l'éducation, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'y en a probablement pas un seul qui n'a pas fait de plan sur le numérique. Or, si vous regardez le bilan, quand même, globalement, on peut le prendre dans tous les sens. Hein. Le nombre de connexions, l'entrée des applications, la révolution pédagogique, dans tous les sens, on a toujours des indicateurs, des objectifs absolument délirants. Voilà, en 95, on dit d'ici 2000, toutes les écoles seront connectées. En 2000, on dit d'ici 2005, tous les enseignements seront irrigués par le numérique, etc. Et puis, à chaque fois qu'on en dresse le bilan, en fait, il est assez maigre. Et d'ailleurs, toutes ces phrases que je viens de vous prononcer, c'est des phrases, vous verrez, qui ont le mérite d'être très vagues. C'est-à-dire qu'on vous dit, toutes les écoles vont être connectées. Alors en général, on peut dire oui, c'est vrai. Oui, elles sont connectées. Alors il y en a quelques fois, il y a un ordinateur dans un collège qui est planté, qui n'est pas maintenu, qui n'a pas forcément une bonne connexion. Enfin voilà. Et on a joué sur les mots. Et au fond, il y a une difficulté de l'institution à suivre les objectifs qui ont été passés. Donc nous, notre grande méfiance là-dessus, c'était de se dire, au fond, c'est extrêmement satisfaisant et séduisant de vouloir faire une espèce d'énorme révolution dans l'école en disant voilà, on va mettre du numérique absolument partout. Sauf que le résultat, c'est que c'est globalement ce qui a été à peu près voulu par l'ensemble des décideurs publics depuis 20 ans et que le résultat, pour l'instant, n'a pas été à la hauteur, loin de là. Et donc nous, là-dessus, on a plutôt essayé de se dire, on va plutôt essayer de proposer des têtes de fusée. C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à 3-4 trucs qui nous semblent absolument clés. Et là-dessus, on pense qu'il ne faut pas lâcher. Donc on a essayé de faire un rapport, encore une fois, hein, c'est pas nous, Conseil national numérique, qui avons pensé dans notre coin la révolution et la transformation de l'école. Il y a des spécialistes, moi j'en suis pas un, Sophie Penn en est une, mais je vous dirais, nous ce qui a été intéressant, c'est plutôt qu'on était allé voir en fait les innovateurs, qu'on a recueilli en fond, eux, leurs problèmes, ceux qu'ils pensaient qu'il fallait pousser. Et là-dessus, on a essayé de faire justement une analyse un peu pragmatique et stratégique et politique sur qu'est-ce qui nous semblait devoir être soutenu dans le contexte et dans les difficultés qu'on a là. Voilà. Il ne s'agit pas simplement de dire voilà ce qu'on devrait faire sans réfléchir au comment, mais plutôt de se dire de manière un peu stratégique et tactique, qu'est-ce qui peut fonctionner, sachant qu'on a quand même en toile de fond des tas de trucs qui ont été des très très beaux discours, mais qui pour l'instant ont été assez peu suivis des faits. Alors, la structure du rapport, au fond, il y a quelques idées assez simples et qui vont vous montrer un petit peu justement cette idée d'avoir poussé quelques concepts forts et qu'on ne veut pas trop lâcher. D'abord, il y a tout ce qui est les changements dans l'apprendre. Alors, on a énormément poussé, ça nous semble important, le codage. Alors, c'est vrai que quelquefois, ça nous a valu d'ailleurs des critiques qui ne sont pas toujours très constructives, parce qu'ils disent, ouais, ils pensent qu'à ça. Non, on n'a pas dit qu'on pensait à ça. On pense qu'il faut prendre 3-4 sujets, et il nous semble majeur aujourd'hui que oui, l'enseignement du code est quelque chose qui doit faire son entrée. On pourrait rentrer dans le détail à différents moments de l'enseignement des enfants, mais ça nous semble absolument clé. Et donc, on ne voulait pas lâcher là-dessus, quitte d'ailleurs à aller assez loin dans les préconisations, parce que ça nous semble être la base, une des bases fortes de l'entrée du monde numérique, et du côté aussi jardin d'acclimatation que l'école doit être dans ces transformations numériques. Voilà. Si on veut que les enfants n'aient pas un rapport magique, boîte noire vis-à-vis de ces outils, il faut qu'au minimum, ils aient compris ce que c'était. Donc un peu de science des machines, un peu de codage. Ça ne veut pas dire qu'on pense que tout le monde demain devra devenir développeur, ce n'est pas notre propos. Mais en revanche, tout le monde doit avoir une notion
Tout comme, je pense, tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une voiture et n'imagine pas que c'est une espèce de truc incompréhensible qui se bouge tout seul. Voilà. Les gens ont une vague idée, même si on n'est pas spécialiste de mécanique, on a une vague idée de comment ça fonctionne. Et on n'a pas un rapport asservi et magique à ce qu'est une voiture. Et ben, ça doit être exactement la même chose avec un ordinateur et avec le monde numérique. Le deuxième point, c'est justement toutes les questions de littératie. Ça, c'est un concept qu'on avait beaucoup poussé. Au fond, on est dans un changement profond de civilisation qui fait émerger une nouvelle culture. Cette culture, elle doit être enseignée. Et elle doit être enseignée le plus possible, d'ailleurs, en irriguant beaucoup des cours qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, en histoire, on devrait enseigner, en instruction civique, on doit enseigner la responsabilité de la prise de parole sur des médias sociaux. On doit, en philosophie, réfléchir à qu'est-ce que c'est que la gouvernance des algorithmes, les questions que ça pose. C'est évidemment des questions absolument clés qui doivent faire leur entrée dans les disciplines traditionnelles. Et donc ça, on a globalement appelé ça la littératie à l'âge numérique. Il y a aussi tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la révolution de la pédagogie qui nous semble clé. Aujourd'hui, apprendre, c'est très différent. Le monde numérique percute une grande partie des modes traditionnels de l'apprentissage. Et plutôt, tous les exemples que vous donniez tout à l'heure, à mon avis, l'illustrent magnifiquement. Donc la gamification, le droit à l'erreur, le test and learn, etc., sont des choses, au fond, qui sont des drivers incroyables et qui, à notre sens, bouleversent, et pas qu'au nôtre d'ailleurs, bouleversent énormément la manière d'apprendre. Ce qui nous semble aussi, alors je passe rapidement, il y a aussi, pour nous, faire en sorte, je parlais tout à l'heure de sanctuarisation de l'école, faire en sorte aussi que l'école soit, bien sûr, un sanctuaire. Je veux dire, il faut qu'on fasse attention à comment on l'ouvre, cette école. Évidemment qu'on ne veut pas y faire entrer n'importe qui. Non. Mais en même temps, ça ne doit pas être une forteresse. C'est-à-dire que l'école doit quand même un peu s'ouvrir sur un écosystème. Il ne faut pas continuer d'imaginer que là où on apprend, ça va être surtout à l'école. Ça va être bien sûr surtout à l'école, mais ça va être à l'école, mais ça va être aussi à côté de l'école, à la périphérie de l'école. Et donc, si on veut justement que ce ne soit pas un gap et une frontière absolument étanche entre les deux, il faut organiser cette porosité. Et l'organiser, c'est aussi justement décider de ce qui rentre et de ce qui ne rentre pas. Parce que sinon, le risque, si à vouloir tout fermer, les gens ils vont juste plus trop y rentrer, en fait. Et il y a aujourd'hui un enjeu à faire en sorte que les collectivités, que les applications, les associations, il y ait au fond que l'école, et d'ailleurs l'école c'est un lieu physique, ça puisse être aussi, et peut-être pas d'ailleurs que pour les enfants, je veux dire, il faut aussi que ça ouvre des tas d'idées sur ce que c'est qu'une société apprenante dans lesquelles on ne va pas arrêter d'apprendre une fois qu'on est sorti de l'école. Donc ça veut dire qu'en fait, l'école doit devenir ce lieu, pas forcément que pour les enfants, où on retourne pour apprendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit être dans une logique, au fond, quasiment de cluster. C'est un cœur d'écosystème dans lequel, évidemment, majoritairement, c'est les enfants qui viennent apprendre avec les profs, mais il y a de la collaboration, il y a de l'ouverture avec le monde extérieur, qui est un monde qui est de plus en plus apprenant. Ça nous semblait clé. Et puis, et donc toujours dans ces fusées, il y a 2-3 idées fortes, alors qui ont été discutées, qui ont été contestées, le codage, je ne reviens pas dessus. Et puis on a eu beaucoup de débats. Et on a dit, nous, on pense qu'il faut qu'on crée un bac humanité numérique. Alors, je vous le dis de manière très transparente, il y a eu des débats. Au début, tout le monde n'était pas d'accord au Conseil national numérique sur cette question-là. Pas d'accord d'abord parce que vous savez que la question du bac soulève tout de suite des tas de réflexions sur d'ailleurs est-ce que le bac est-il utile. Alors là on est reparti dans tout un cycle et bon, on a essayé de sortir ce truc-là, mais enfin évidemment immanquablement on en a parlé. La question du bac humanité numérique pour nous, elle était plus une question stratégique et quasiment politique sur comment est-ce qu'on réforme l'éducation nationale, comment est-ce qu'on accompagne sa transformation. Qu'on le trouve bien ou pas, qu'on le regrette ou pas, le bac, c'est quand même, dans notre système français, la clé de voûte du système éducatif. Tout converge par là et tout en repart ensuite dans le second cycle. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, si on veut vraiment changer les choses et si on veut justement éviter un peu les logiques où on dit on va mettre du numérique partout, puis finalement on n'en met pas grand-chose nulle part, on s'est dit, en fait, il faut sûrement qu'on s'attaque un peu à la face nord de l'Everest. La face nord de l'Everest, dans l'éducation nationale, c'est le bac. Et on est allé même un peu plus loin là-dessus, en se disant, il faut qu'on réfléchisse à une manière de s'attaquer même dans le bac, à la limite, à celle des filières qui aujourd'hui sont les moins exposées au numérique. Et justement, sortir de cette idée, moi j'ai jamais été convaincu de cette idée, alors c'est peut-être indifférent, mais moi j'ai jamais compris la distinction littéraire scientifique. Je la comprends pas, je la comprends pas épistémologiquement, je ne la comprends pas pratiquement, enfin bref. Et je pense que c'est un truc qu'on nous a foutu dans la tête très 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 jeune. Il y a les littéraires d'un côté, puis il y a les scientifiques de l'autre. Je pense que c'est une absurdité ce concept, si on pouvait le tuer définitivement dans ce pays, ça nous ferait beaucoup de bien.
cette opposition me semble absolument stérile. Mais le fait est qu'aujourd'hui, pour des tas de raisons, le numérique, il est quand même beaucoup porté par la culture scientifique. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne touchez rien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui, ceux qui, sortant du système éducatif, auront été le plus exposés malgré tout à la culture numérique, ça aurait été les filières scientifiques, indubitablement. Voilà, c'est certain. Et donc nous, on s'est dit, or, c'est absolument pour moi un non-sens. Je veux dire, le numérique, ça n'est pas réservé aux filières scientifiques, loin de là. D'ailleurs, si on a parlé d'humanité numérique, si on parle de littératie, si on a parlé tout à l'heure d'instruction civique à vivre dans une société qui est de plus en plus numérique, je ne vous ai pas parlé de scientifique là, enfin en tout cas pas tel qu'on l'entend habituellement. Donc, on s'est dit, ce qui nous semble important, c'est précisément de réfléchir, peut-être même en priorité, à ce qu'il y ait un bac humanité numérique qui soit au fond un peu plutôt consacré à ceux, je reprends quand même le terme parce qu'il est malheureusement ancré dans notre système, mais plutôt aux filières non scientifiques au lycée. Et donc se dire au fond un peu de la même manière que dans les années 60 et 70 il avait été créé un bac éco, et bien de la même manière peut-être que créer à côté des filières scientifiques un bac humanité numérique, ça enverrait un signal fort, ça permettrait d'installer l'idée que le numérique c'est autant les sciences sociales que les sciences dures. Et par ailleurs, ça permettrait aussi peut-être de commencer à résoudre le problème d'une certaine quand même désaffection, une certaine déshérence des bacs non scientifiques en France, quand même, qui est une question à résoudre. Bon. Et donc c'est pour ça qu'on a poussé cette idée. Alors cette idée elle a été très critiquée. Je ne vous cache pas que dans les échanges qu'on a pu avoir avec le ministère de l'Éducation nationale et avec le gouvernement de manière générale, puisqu'on a, je vous en parlais un peu, on a, je pense, en tout cas contribué à faire un peu bouger les lignes sur ces sujets-là. C'est pas l'idée qu'ils ont retenue le plus, parce que évidemment qu'elle fout un bordel absolument dingue, qu'elle est compliquée à mettre en place, voilà. Mais il nous semble quand même qu'en tout cas en posant cette question, on envoyait des signaux forts, qui étaient de dire c'est une transformation majeure. Donc qu'est-ce qui est le plus majeur dans l'école? C'est le bac, faut y toucher. Et deuxièmement, je résume encore, mais ça me semble clé, le numérique, c'est pas qu'une affaire de science. Ça doit d'abord, peut-être même d'ailleurs, de manière presque prioritaire, toucher les filières dites littéraires, parce que elles sont celles qui seront le moins exposées aujourd'hui à la révolution numérique. Alors que pourtant, leur potentiel de transformation est absolument exactement le même. Je veux dire, la manière dont on fait de l'histoire, de la socio, du français, la manière dont on enseigne ces disciplines, sera autant impactée par la révolution numérique que les filières scientifiques. Il n'y a pas de différence. Moi, j'en vois pas du tout. Mais c'est pas ce à quoi on va penser naturellement. Voilà un peu les grandes. Alors maintenant, je vais peut-être avancer parce que j'ai peur de. Je sais pas sur quoi je peux rentrer. Mais ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Voilà. Bon, enfin, en gros, ce que je peux vous dire pour conclure, parce que je vous ai quand même fait tracé un tableau assez général des propositions qu'on faisait. Nous, on pense, et c'est ce qu'on a essayé de dire, et ce qu'on a essayé de faire passer comme message au gouvernement et au ministère de l'Éducation nationale, que les plans qu'ils avaient prévus pour l'instant avaient pour nous, devaient en tout cas intégrer 2-3 idées fortes, encore une fois, le codage, l'entrée de la littératie numérique, réfléchir à des filières d'enseignement qui n'existent pas. Alors c'est un point dur, hein, parce que évidemment, créer une nouvelle filière avec un nouveau CAPES pour enseigner l'informatique, c'est quelque chose qui est très compliqué, et puis qui lance des débats épistémologiques incroyables entre les matheux, les physiciens, les informaticiens qui sont pas d'accord. Donc on sait bien qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui est compliqué. En même temps, on n'a pas envie trop de lâcher, parce que la question de l'enseignement de ce codage, ça nous semble absolument clé. Bon. De la même manière, la question du choix des architectures techniques, des magasins d'applications ou autres, là aussi nous semble important. Et je vous cache pas que nous, on a dit, c'est là que l'essentiel se joue. L'essentiel, c'est les nouvelles disciplines, c'est l'irrigation des disciplines traditionnelles par le numérique, c'est les révolutions pédagogiques dans toutes les disciplines, et c'est, au fond, la mise à disposition d'infrastructures culturelles et cognitives, type des applications, des EduStore ou autres, qui vont permettre justement d'adresser ces nouveaux services. Et les choix technologiques qu'on va mettre derrière. Protection des données, pas le vendre à n'importe quel magasin d'application d'une boîte privée, etc. Non, mais c'est ça. Et on a dit, nous, c'est ça qui nous semble important. C'est pas l'équipement. Moi, à titre personnel, je vous dirais l'équipement, je pense que c'est bring your own device et qu'il faut réfléchir par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, d'être très ciblés. Mais aujourd'hui,
en tout cas nous c'est la position du CNUM, la mise en place de grands projets, puisque ça a été discuté dans la presse, de grands projets d'équipement généraux à tout le monde dans les classes. Nous, en tout cas, au CNUM, on dit c'est en bas de la priorité de ce qu'il faudrait faire. Avant, il faut faire tout ça. Et c'est déjà un chantier gigantesque. Et l'enseignement de ces 20 dernières années de réformes manquées du numérique dans l'école, encore une fois, qui ne veut pas dire que le numérique n'ait pas fait son entrée, parce qu'encore une fois, je pense que ça a quand même largement commencé, eh bien, c'est plutôt de se dire il faut prendre 3 ou 4 points durs et pas les lâcher, plutôt que d'essayer d'en mettre partout. Parce que le bilan, aujourd'hui, n'est pas extrêmement positif sur ces grands plans qui ont été annoncés 1000 fois et qui ont rarement été appliqués. Voilà en gros la philosophie de notre projet et notre projet de nos recommandations. Ensuite, a priori, donc on a présenté ça au ministère de l'Éducation nationale, qui a plutôt bien réagi. Mais je vous dirais que le problème, comment dire, si on regarde un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, le problème c'est pas tellement la base, puisqu'on nous, à chaque fois qu'on a discuté avec des profs, on avait fait plein de salons, les profs sont en général, dans l'ensemble, très favorables à ce qu'on dit. Alors, il peut y avoir des débats sur qui enseigne l'informatique, etc. Mais globalement, il y a plutôt un excellent retour. De gens en plus, en général, qui ont déjà commencé à innover. Et donc pour nous, la question, c'est quand même, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces innovations, qui ont déjà commencé, encore une fois, l'éducation nationale a déjà commencé sa mue numérique, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'institution arrête de les bloquer, parce que c'est quand même ça, ou arrête de ne pas les aider, parce que vous discutez, alors vous avez peut-être croisé un super inspecteur, encore que... Mais bon, le nombre de fois, on a vu des profs qui nous disaient, nous, on fait ça, et je me suis pris une inspection qui m'a dit que j'avais pas le droit de le faire. Parce que on n'a pas le droit d'emmener des gamins sur les blogs sans vérifier, machin, etc. Enfin, je veux dire, il faut donner de la liberté aux profs. Il faut leur donner la liberté. Et moi, je pense qu'ils doivent avoir davantage de liberté pédagogique. Ils doivent être protégés dans ce qu'ils font avec leurs gamins sur Internet pour leur donner la responsabilité, mais qu'ils soient quand même libres de pouvoir faire beaucoup plus qu'ils ne peuvent faire aujourd'hui. De pouvoir aussi donner de l'exception pédagogique sur un certain nombre de contenus qu'ils doivent pouvoir utiliser en classe. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, il nous semble qu'il y a quand même quelques verrous qu'il faut débloquer pour faire en sorte qu'encore une fois, l'innovation dans la communauté éducative qui a déjà largement commencé, elle ne soit pas empêchée par une partie des institutions, comme ça l'est un peu trop souvent actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire, et puis on échange sur tout ou partie de ce que j'ai essayé de vous présenter.